Combien de temps cela va-t-il encore durer? Pourquoi n'arrivons-nous pas à empêcher la violence des casseurs lors des manifestations? Insupportable, des images violentes. Nous en débattons. Alors avec vous, les auditeurs de Sud Radio, 0826 300 300, donnez votre opinion, votre avis. Nous avons les principaux acteurs de la question. D'un point de vue justice, Jean-Pierre Mignard est avec nous, avocat au barreau de Paris. Bonjour Jean-Pierre Mignard. Bonjour. Bonjour maître, c'est comme ça que l'on dit. Vous pouvez m'appeler Jean-Pierre Mignard. Hein. Oui, parce que dans la vie, c'est comme ça. C'est comme ça, voilà. Denis Jacob pour la partie police, secrétaire général d'Alternative Police CFDT. Bonjour Denis Jacob. Bonjour. Nous aurons plusieurs intervenants tout au long de l'émission, mais j'aimerais déjà revenir sur cette déclaration. Hier, la maison police brûle. Des syndicats de police écrivent à Emmanuel Macron pour le rencontrer. Il est fort, hein, cet appel, Denis Jacob. Ça sent quasiment même dans un instant, si vous n'arrêtez pas, on arrête. Écoutez, je vais pas répondre pour les rédacteurs de ce courrier, je n'en fais pas partie. Je constate juste que ces syndicats qui ont fait ce courrier abordent des sujets qui sont déjà en cours de traitement, que certains sujets ont déjà été obtenus, et notamment par mon organisation syndicale, notamment sur l'utilisation des drones, et on pourra en parler par rapport à la manifestation du 1er mai. Puis ça marche bien pour vous, ça a été efficace? Alors il faut renforcer le dispositif, il faut qu'il soit naturellement très cadré juridiquement, il ne faut pas l'utiliser dans n'importe quelle condition, mais oui, ça permettra aussi, ça fait partie des outils à la disposition des policiers, qui permettra de lever les polémiques que l'on peut avoir en ce moment, notamment sur les questions de gestion des gardes à vue dans le cadre de ce maintien de l'ordre. Et pour le courrier, si vous me permettez, pour en terminer, bon voilà, ce sont des syndicats qui se sont réunis en bloc, ce n'est pas une intersyndicale. Voilà. Il y a Alliance notamment dedans. Oui, et je note quand même que dans ce bloc, il y a une partie des syndicats qui l'avaient rejoint il y a quelques mois pour les élections professionnelles dans la police, ne s'y trouvent plus aujourd'hui. Donc voilà, c'est à prendre pour ce que c'est à prendre. Bon, ok, c'était important aussi d'entendre l'autre côté. Alors, sur ce que vous dites concernant les drones, Maître Jean-Pierre Mignard, les policiers le disent, c'est intéressant, c'est efficace. Vous mettez un holà ou pas? Non, je pense qu'en effet, si même les drones permettent d'éviter des gardes à vue inutiles, des erreurs judiciaires, des polémiques insupportables, ça va dans le sens de la protection du droit des manifestants, de la liberté de manifester, et donc c'est une très bonne chose. Mais comme le dit justement Monsieur Jacob, il faut que ce soit encadré. Qui a accès aux données? Combien de temps sont-elles conservées? Ça, c'est essentiel. C'est parce c'est pas parce que je suis sur la voie publique que ce n'est pas non plus ma vie privée, même de si toute façon, je l'expose publiquement. Maître, d'une manière générale, par nature, quand on défile, c'est pour qu'on soit vu. Oui. Et il y a toutes les caméras, donc déjà... C'est pourquoi je suis pas du tout choqué par l'utilisation des drones. Hein. Encore une fois, quelle utilisation sera faite, mais le principe me semble acceptable. Denis Jacob, moi je voudrais revenir sur quelques images qu'on a vues. C'est-à-dire, il y a par exemple 4-5 casseurs qui arrivent, qui vont briser les vitres d'un commerce. Et puis on voit vos collègues qui sont là. Et de temps en temps, on les voit reculer. Comment est-ce possible? Comment ça peut être entendu, ça? Déjà vous dire que j'ai participé, je suis policier mais je suis aussi syndicaliste, donc j'ai participé à toutes les manifestations contre la réforme des retraites depuis le mois de janvier, et c'est vrai que lors de la manifestation du 1er mai, j'ai été particulièrement choqué du nombre de dégradations. Il y en a à chaque manifestation, on a toujours des black blocs, des casseurs qui viennent, mais là quand même c'était très important, très violent. Alors qu'est-ce qui fait que vos collègues reculent? Ça c'est une image terrible, Denis Jacob. Mais le maintien de l'ordre est fait de telle sorte en France que les policiers n'interviennent pas d'initiative. Ils sont obligés, surtout dans des unités qui sont constituées en maintien de l'ordre, ils n'interviennent que sur ordre de l'autorité. Oui. Donc, tant qu'ils n'ont pas reçu l'ordre d'intervenir par l'autorité directe ou supérieure, ils doivent contenir, reculer et attendre le feu vert pour passer à l'action. On a une fédération nationale qui s'appelle Commerçants et Artisans des Métropoles de France. On a sollicité Bobo plusieurs fois pour être rencontré sur les problèmes de sécurité, de sécurisation et comment on peut faire bouger les choses au sein des commerces aussi. Et il est vrai qu'on n'a jamais eu de rendez-vous, par contre.
compte. Bon, alors voilà, très intéressant. Denis Jacob, c'est vous le spécialiste au niveau police. Donc évidemment, le maître Jean-Pierre Mignard est un peu provocateur. Qu'est-ce qu'on fait? On tire. Bon, certains se posent la question et certains peuvent être par dépit en réaction en disant moi j'en ai marre. Et donc c'est pour éviter ça. Est-ce qu'il y a moyen d'immobiliser quand même? Est-ce qu'il y a des techniques? Le problème, c'est que vous savez, on a une méthode de maintien de l'ordre qui est reconnue internationalement en France jusqu'au mouvement contre la loi El Khomri en 2016. Et Maître Mignard le disait très justement, les syndicats de police ont leur rôle pour dire au ministre de l'Intérieur, écoutez, votre maintien de l'ordre, ça va pas. Mon organisation syndicale l'a fait en 2016. Très bien. Nous avons dit, attention, le maintien de l'ordre, tel que nous le faisons jusqu'à présent, n'est plus adapté aux manifestations auxquelles nous sommes confrontés, c'est-à-dire un contact avec des casseurs qui viennent vers le policier pour l'attaquer. Et le problème que l'on a dans notre pays, c'est qu'on a une histoire de maintien de l'ordre aussi. Et il ne faut pas oublier que dans la police nationale, nous vivons encore le syndrome Malek Oussekine. Oui, qui était ce jeune manifestant qui avait été assassiné. Et je suis désolé, il y a un choix politique, quelle que soit d'ailleurs l'alternance politique, qui a été de dire vaut mieux qu'il y ait du dommage matériel que des dommages humain. Voilà. C'est un choix. C'est dit. Allez, déjà avec vous, Denis Jacob. Quelques chiffres. Près de 2/3 des gardés à vue à Paris lors des manifestations du 1er mai ont été relâchés sans poursuite. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que vos collègues vont voir ressortir des gens qu'ils ont arrêtés. Déjà. Alors ça, c'est un vrai sujet, polémique, mais ça fait partie du sujet de la loi, on l'appelle comme on veut, anti-casseurs, anti-violence, anti-black blocs, peu importe. Il faut qu'on ait un texte juridique qui permette à l'action de police d'être efficace, d'être juste. Voilà, on va y revenir, mais sur la garde à vue, concrètement, sur les gardes à vue. Ce n'est pas parce que vous avez les 2/3 des gardes à vue qui sont relâchés que les personnes qui ont été relâchées n'ont pas commis d'infraction pénale. C'est tout simplement parce que nous n'avons pas eu suffisamment d'éléments caractérisés matériels pour poursuivre la personne. Pourquoi? Parce que vous avez tout un processus qui existe sur le maintien de l'ordre quand on interpelle des personnes qui sont mises en cause quand ils cassent. Vous avez des éléments, des collègues interpellateurs. Vous avez un groupe d'individus. Ils interpellent les fauteurs de troubles. Ça peut très bien être un agent interpellateur mais qui n'a pas vu la scène et qui a été dont l'individu a été désigné par un autre collègue. Il procède à l'interpellation. Il fait une fiche. Il la remplit le plus succinctement possible parce qu'on est quand même dans un on n'a pas le temps d'écrire d'ultra-violence, donc on met quelques éléments concis que l'on donne à un fonctionnaire de police, à des fonctionnaires de police qui vont prendre en charge la personne interpellée, qui va être ensuite conduite au commissariat. Au commissariat, l'enquêteur, officier de police judiciaire, sur la base des éléments de base, va faire un placement en garde à vue. Le parquet va en être informé et il a 24 heures pour apporter des éléments complémentaires d'enquête justifiant l'infraction. Et ça, c'est un casse-tête terrible. Et si l'infraction n'est pas justifiée au terme de la garde à vue, et peut-être même avant, parce que c'est le parquet qui peut lever aussi cette garde à vue, eh bien la personne est remise en liberté. Et c'est ce qui s'est passé pour les 2/3 des personnes en garde à vue, ce qui ne veut pas dire que ces personnes-là n'ont pas à la base commis d'infraction. Bien sûr. Vous, on vous connaît pas, vous avez un casier judiciaire vierge, d'accord, mais vous étiez dans un groupe de 50 personnes, puis il y a un pavé sorti. Alors tout le groupe est co-responsable. Mais vous voyez le sujet? Oui, je vois bien. Mais rebondissons sur ce que vous nous disiez tous les deux. Et vous aviez l'air d'accord au début quand on a évoqué les drones. Excusez, M. Jacob. Et profitons-en. Denis Jacob, avec ces drones, finalement, on refait le film. C'est-à-dire, si on l'a vu, hop, je vous ai vu, c'est bon. C'est un outil d'élément de preuve qui permet de confirmer que l'interpellation de tel individu justifie le placement de la garde à vue. Et c'est pour ça que cette loi anti-casseurs doit aller au-delà même de contourner potentiellement la méthode que l'on emploie aujourd'hui pour placer en garde à vue. C'est-à-dire que cette loi, elle doit intégrer la question de l'utilisation et du cadre juridique des drones. Elle doit intégrer, nous faisons cette proposition-là depuis des années, de mettre à disposition des armes non létales de marquage chimique, comme ça existe dans les banques. C'est-à-dire qu'on peut identifier a posteriori l'auteur d'une ça, c'est infraction. simple, et pour le coup... Et puis, je rappellerai
quand même que cette loi, nous l'avons portée Alternative Police CFDT en 2016. Alors elle a été effectivement retoquée parce que elle était mal rédigée, parce qu'elle allait à l'encontre du droit à manifester. Cette loi doit prendre en compte, vous le disiez très justement, Monsieur Mignard, ces Black Blocs qui sont de toute façon aujourd'hui officiellement identifiés, ils sont 200, 300, en général ils sont fichés S. Oui, il y en avait 11 des fichiers S arrêtés. Et autour de ces 200, 300, vous avez une agrégation d'individus, d'ultras, d'anarchistes, de petits casseurs, et vous vous retrouvez avec environ, comme au 1er mai, 2000 casseurs. Et puis Denis Jacob, les cyclistes, les skieurs, vous direz, ben nous, quand on part, on met sur notre casque une petite caméra, pourquoi pas non plus sur chaque... Alors, je vous remercie, Frédéric Brindel, d'aborder ce sujet, parce que, alors on va dire que c'est grâce à chaque fois Alternative Police CFDT, mais c'est un fait. Allez-y. Nous sommes l'organisation syndicale qui portons depuis toujours la généralisation des caméras piétons individuelles. Chaque policier doit avoir une caméra. C'est pas pour les fliquer, bien au contraire. Bah non, c'est mais pour ça leur paraît du bon apporter sens, une sécurité juridique supplémentaire dans leur action. Et je vais aller plus loin. Je suis même favorable à ce que le ministère de l'Intérieur étudie la possibilité de mettre également des caméras dans les véhicules, comme ça se pratique aux États-Unis. Alors là où c'est question concrète, Denis Jacob, la disposition, la présence des CRS, c'est vrai qu'on les voit tous regroupés d'un côté, expliquez. Alors il faut déjà comprendre que sur une manifestation, vous avez beaucoup d'effectifs qui sont en tenue de CRS, mais tous ne sont pas CRS. Vous avez les CRS d'un côté, vous avez des gendarmes mobiles de l'autre qui sont mobilisés, et entre les deux, vous avez ce qu'on appelle les compagnies d'intervention de la préfecture de police de Paris qui ne sont pas des CRS. En général, ce sont eux qui sont au contact direct des manifestants, des casseurs, parce que je veux pas qu'on fasse l'amalgame entre ça n'a rien à voir, mais là je crois que tout le monde le sait maintenant. Les CRS, quant à eux, sont en protection dans des rues adjacentes et doivent assurer le bon déroulé du cortège en filtrant les abords du cortège dans les rues adjacentes. Donc les CRS ont un rôle d'abord de prévention, de sécurisation, et c'est vraiment quand il y a des heurts, des troubles à l'ordre public graves avec des attroupements, que là, ils vont passer à l'action avec, à leur côté aussi, les compagnies d'intervention. Mais les policiers sont en général devant la tête de cortège et assurent la protection et surtout font barrière entre les manifestants d'un côté qui sont pacifiques et les casseurs qui sont de l'autre et qui essayent d'infiltrer le cortège. Mais de là, dire il faut qu'on mette des policiers tout le long sur le chemin, en fait. Sur le chemin. Mais c'est comme sur une course cycliste, vous savez, on déploie l'encadrement. Ce qu'on appelle chez nous le jalonnement. Oui, voilà, tous les 20 mètres, 30 mètres, on met un policier. Sauf que là, on n'est pas dans le cadre d'une manifestation festive, sportive. On est dans une manifestation sociale pour laquelle on sait qu'il y aura potentiellement des troubles, puisqu'il y a le renseignement territorial qui nous fait en amont remonter les informations comme quoi des casseurs seront présents. Et donc, notre priorité, c'est d'assurer la sécurité de la manifestation et d'assurer le maintien de l'ordre et de faire en sorte que la manifestation qui part d'un point A à un point B sur plusieurs kilomètres, c'est pas une manifestation sur 500 mètres. En général, on parcourt 5-6 kilomètres. Là, on est parti de République, on est allé jusqu'à Nation. Donc, c'est impossible de mettre les effectifs. Donc, c'est impossible. Bon, évidemment. Denis Jacob, ça avance, ça? Vous avez pris au mot Éric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin? Alors, moi, ce qui m'embête, et là aussi, c'est une chose qu'on demande depuis des années, c'est que notre administration, comme les administrations françaises en général, sont très verticales. Et je trouve que ça manque de transversalité dans le traitement des questions de sécurité. Je pense qu'on aurait tout à gagner à avoir une plus grande part d'intervention des policiers en transversalité, parce que la réalité du terrain, ce sont les policiers de terrain qui la maîtrisent. Oui, c'est l'expérimentation. Et c'est eux qui peuvent faire remonter leur expérience, leur vécu, pour améliorer le dispositif. Sur la loi, moi je vais pas dire que je suis opposé, puisque c'est une loi que sur le principe je porte depuis des années au nom d'Alternative Police CFDT. Par contre, il faut pas que l'on considère, quand on dit loi anti-casseurs, tout de suite on voit une loi strictement répressive. Je pense pas qu'il faut prendre la loi... Elle est préventive en l'occurrence. Il faut qu'elle soit avant tout préventive, dissuasive, c'est-à-dire qu'elle permette de nous mettre à disposition des moyens d'anticiper en amont les attroupements et les violences qu'on a connues par des casseurs. Donc,
par exemple, cette loi devrait pouvoir permettre à ce que ceux qui sont clairement identifiés comme étant des Black Blocs fichiers S notamment, soient obligés de venir pointer au commissariat avant d'aller participer à tel ou tel rassemblement, voire d'être interdit. Et puis je pense qu'au-delà de la loi franco-française, il faudrait peut-être voir aussi l'organisation de la coopération policière européenne. Ça, c'est très important, d'autant qu'on a vu que les Black Blocs venaient d'un petit peu partout. Parce que les Black Blocs, ils ne sont pas... Alors, il y en a en France, bien évidemment, mais c'est notamment en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas, où on a une organisation, parce qu'on peut parler d'organisation Black Blocs, qui fait des stages de formation, on pourrait même dire des stages commando, pour venir sur des théâtres de manifestations, pour casser et s'en prendre strictement aux forces de sécurité pour essayer d'en tuer. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vécu le 1er mai. En Allemagne, il y a... effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, à la fois être au plus près du terrain et être en conformité avec les dispositions constitutionnelles. Bon. C'est ça tout l'enjeu, en fait. C'est quand même de volonté. Oui, c'est une question de volonté, j'ai l'impression. Oui. Et ensuite, c'est une question de sécurisation juridique du dispositif. C'est incroyable, parce que là, depuis maintenant 45 minutes, nous avons parlé avec des commerçants, nous parlons avec un avocat, avec un policier, avec vous, politiciens, et j'ai l'impression que tout, quand même, a des chances de se régler assez vite si on part sur du bon sens. Denis Jacob, juste en 10 secondes, et après on revient, bien sûr. Complètement. Et moi, ce que je regretterai toujours, c'est que, et M. Brindot le disait très justement, nous, on est régulièrement auditionnés à l'Assemblée nationale dans le cadre notamment du maintien de l'ordre. Je rappelle qu'après la manifestation des Gilets jaunes, on a été auditionnés. Nous, on a préconisé, Alternative Police CFDT, des modifications du schéma du maintien de l'ordre. Donc, on a un nouveau schéma du maintien de l'ordre qui s'appelle le SNMO, et dans lequel on a préconisé, les traceurs chimiques, et une chose très importante, les traceurs chimiques, qui n'est pas encore mis en place dans les manifestations, c'est ce qui existe en Allemagne, c'est-à-dire des véhicules sonores et lumineux puissants qui permettent d'indiquer aux manifestants que nous allons intervenir, qu'il va y avoir des charges de CRS, justement pour que ceux qui n'ont rien à voir avec les casseurs ne restent pas sur place. Oui, voilà, c'est le principe de la sommation, mais à l'envers. Oui, aujourd'hui, la sommation, les manifestants l'entendent pas, c'est fait avec un mégaphone, vous êtes à 2 mètres, vous l'entendez, vous êtes 30 mètres derrière, vous l'entendez pas. Et avec on entend plus fortement les insultes qui vous sont rendues que ce que vous envoyez par le porte-voix. Vous les entendez. Et pour conclure, Denis Jacob, un petit mot quand même. Il y a un moment où la question de la légitime défense se posera. Vos collègues, on pense à celui qui a été brûlé au 2e degré à Paris. Il y a un moment où vos hommes, ils vont se défendre. C'est malheureusement le risque, c'est que on a frôlé le pire au 1er mai avec un policier qui a été gravement brûlé au 2e degré au visage et au corps, et que malheureusement, je crains que nous atteignions l'irrémédiable, à savoir un policier tué. Et là, effectivement, il n'y aura pas de questions sur telle ou telle appartenance syndicale. Il y aura unité syndicale pour aller dire non dans la rue cette fois. Et c'est les policiers qui iront dans la rue pour dire stop, ça suffit, nous ne sommes pas de la chair à canon et nous ne sommes pas policiers pour se faire agresser, pour se faire insulter, pour se faire tuer. Donc, effectivement, je lance cet appel, comme d'autres syndicats, au gouvernement actuel, mais au gouvernement passé, qui doivent prendre conscience aujourd'hui en tant que parti politique de la situation, et ceux qui viendront peut-être demain, de régler cette problématique, et que on peut pas demander aux policiers de régler tous les maux de la société si on n'a pas un gouvernement qui derrière lui donne les moyens et la capacité de le faire. C'est évident.